effectivement. Allez, on va démarrer. Installez-vous. Voilà, je suis très heureux d'animer cette dernière table ronde. Je suis le docteur Jean-François Corti, président de Médecins du Monde. Nous avons des invités prestigieux aujourd'hui pour pouvoir débattre du sujet qui est le fil rouge de notre journée autour des enjeux de populisme et d'action humanitaire. On l'a vu au travers des différentes tables rondes, la tension qui existe aujourd'hui entre les acteurs humanitaires, ceux qui défendent, on va dire, le droit commun, qui défendent les droits humains, que ce soit les acteurs humanitaires, que ce soit les scientifiques, que ce soit différents acteurs de société civile, dans un contexte où les populismes et les idées d'extrême droite se répandent. Elles sont de plus en plus au pouvoir, dans l'exercice du pouvoir. Je pense aux États-Unis, bien sûr en Italie, en Hongrie, entre autres. Donc des endroits où aussi ces idées, ces idéologies s'appliquent. Et on le voit dans plusieurs dimensions. Alors allez-y, installez-vous. Voilà, bonjour. On se fait la bise, tout ça. C'est super. On prend son temps, on a démarré. Voilà. Allez. On est entre nous, hein, tout va bien, personne ne se formalise. Hein. Aucun stress. Voilà, voilà. Allez. Le café était bon, j'espère. La nourriture était bonne, même s'il n'y en avait pas assez. Mais c'est pas grave, hein. On est en période de récession, on est là pour les idées, pas pour se nourrir. Allez, on y est presque. Donc, humanitaire et populisme, vous l'aurez compris, c'est le fil rouge. L'idée, c'est de savoir comment essayer de résister dans ce contexte où différentes stratégies s'appliquent pour limiter les corps intermédiaires, les associations. Notamment, on a vu au travers des attaques des financements via les attaques USAID, on en a parlé ce matin, la baisse des financements européens, différentes pratiques, on le voit en Italie où il s'agit de pouvoir limiter les opérations d'acteurs humanitaires, je pense notamment au sauvetage en mer Méditerranée par différents mécanismes, y compris les plus farfelus. Bref, on voit qu'il y a une organisation globale qui se met en place avec différentes stratégies financières, politiques, juridiques, opérationnel pour limiter le travail des associations d'une certaine manière, voilà, remettre en question la plupart des acteurs qui dans des sociétés démocratiques ont été jusqu'à présent des acteurs de contre-pouvoir constructifs et donc on voit que les régimes d'extrême droite ou des idées d'extrême droite avec l'idée d'orienter certains régimes démocratiques vers des régimes illibéraux atténuent on va dire la diversité et les contre-pouvoirs et donc on est dans des mécanismes de régression démocratique. Comment dans ces conditions les acteurs humanitaires peuvent continuer à travailler, peuvent continuer à porter des plaidoyers, puisque c'est pour Médecins du Monde et beaucoup d'autres aussi l'occasion par notre travail, non seulement d'être sur le terrain, dans l'action, auprès des populations concernées, avec une approche communautaire, participative et autres, mais aussi comment continuer à faire du plaidoyer, du témoignage et essayer, autant que faire se peut, d'être les acteurs du changement social. C'est bien ça notre idée, mais dans un environnement politique, vous l'aurez compris, et aussi dans un environnement médiatique qui est hostile et où on voit bien que nos associations ne sont plus considérées comme des acteurs vertueux des années 80-90 et que sur plein de problèmes, plein de sujets, migration, réduction des risques d'usage de drogue, droit en santé sexuelle et reproductive, les patients, les bénéficiaires sont considérés comme des problèmes, ils sont stigmatisés, mais les organisations qui les accompagnent sont aussi considérées comme des problèmes. Donc, on va essayer de réfléchir pour cette dernière table ronde avec nos invités de prestige. Et d'emblée, je vous remercie infiniment, Agnès Calamard, pour ta présence. Tu es secrétaire générale d'Amnesty International. Merci d'être là. Merci Edwy Plenel, on ne vous présente plus, hein, vous êtes journaliste, cofondateur Mediapart, entre autres, vous publiez énormément d'ouvrages, je ne vais pas tous les citer, vous m'en voulez pas, mais bon, on pourra les trouver facilement dans n'importe quelle bonne librairie. Merci Edwy d'être là. Et puis Thibaut Brutin, ce jeune qui monte comme ça, là, qu'on voit de plus en plus
qui est très courageux, avec qui j'ai déjà fait quelques tables rondes, et c'est pour ça que je suis très heureux de t'inviter à nouveau aujourd'hui. Tu n'es pas facile, hein, tu reprends aussi le flambeau de la direction générale de Reporters sans frontières, et chapeau pour ça. Et on est très heureux de vous avoir tous les trois ce soir pour discuter. Hein. La méthode, ça ne va pas être des présentations scientifiques classiques, vous l'aurez compris. Edwy, tu n'as pas préparé de PowerPoint, hein, on est d'accord. C'est bien une discussion voilà, autour de cette problématique, de comment nous, au fond, d'abord, quel constat on fait de cette expression, on va dire, de pouvoir des populismes de l'extrême droite, comment on combat cela, comment on se prépare aussi collectivement à pouvoir continuer nos missions sociales dans cet environnement hostile, politique et médiatique. Peut-être une première question pour vous, Edwy, pour savoir de quoi on parle, d'où on vient, qu'est-ce qu'on entend par populisme en fait, populisme, extrême droite, comment ça s'incarne dans nos démocraties, puisque c'est ça le sujet aussi, comment nos démocraties sont en train de virer vers des régimes illibéraux, comment ça se traduit dans la forme, dans le discours, mais aussi comment ça vient noyauter différents échelons de notre société, que ce soit dans le champ politique, mais aussi associatif et médiatique. Voilà, comment, d'où on vient et le constat aujourd'hui de cette prégnance dans notre société. Bien, bonjour à toutes et tous et vraiment merci de l'invitation. Quand je regarde le travail que vous faites, je pense souvent à cette formule d'une personne que j'aime beaucoup, qui n'est plus de ce monde, Édouard Glissant, le penseur de la relation du tout monde et du tout vivant, agis en ton lieu et pense avec le monde. C'est ce que vous faites. Vous pensez avec le monde et vous agissez, vous êtes au rendez-vous de vous-même. Dans l'intitulé de notre rencontre, il y a une formule qui est pour moi pertinente, qui est l'idée que nous parlons d'un enjeu existentiel. L'essentiel est en péril. Et il y a le feu au lac, comme diraient les Suisses. Et puis il y a un autre mot qui, en revanche, appelle une déconstruction, qui est ce mot de populisme. C'est un mot trop commode. C'est un mot qui, par sa généralité, ne nous permet peut-être pas de bien identifier le péril qui est en cours. Derrière populisme, il y a peuple. Et donc on peut embarquer dans cette formule aussi la critique des révoltes populaires, qui peuvent être radicales, qui peuvent être excessives, qui peuvent bousculer des pouvoirs établis, et charrier derrière ce mot une sorte de regard péjoratif sur toute protestation populaire qui sort des cadres organisés, habituels. On a bien vu ça dans nos pays et dans d'autres. Et pourquoi ça brouille? C'est parce que ce que nous avons en face de nous, ce ne sont pas des peuples. Certes, cela manipule des peuples et des opinions, mais ce sont des alliances étatiques. Et nous sommes dans un moment de cristallisation, de vérité de tout cela, qui a été, hélas, préparé par toutes les forces qui n'ont pas tenu la digue, qui ont fait la courte échelle, qui n'ont pas pris conscience de la catastrophe qui était déjà en cours. Elle n'est pas devant nous, elle est déjà là. Et comme disait Walter Benjamin, la catastrophe, c'est que tout continue comme avant. Nous sommes face à des puissances étatiques, et aujourd'hui, nous voyons ces hydres à plusieurs têtes, et tous les campismes qui ne regardaient que d'un côté sont déstabilisés, de Trump à Poutine, en passant par Netanyahou et par toutes sortes d'autres variantes. L'enjeu existentiel, ce sont des forces étatiques qui veulent effacer notre sursaut. Le sursaut que ce continent a eu après avoir lui-même pris conscience de comment sa démesure, son hubris, son appétit de puissance, de grandeur, de conquête, a amené le monde, l'humanité, dans un gouffre. Les deux guerres mondiales, la guerre civile européenne, le crime contre l'humanité, le crime de génocide, qui ont été qualifiés juridiquement à ce moment-là, nous ont amenés, imparfaitement, puisque nous ne l'avons pas respecté, nous-mêmes dans notre comportement vis-à-vis, par exemple, des peuples que nous colonisions, nous ont amenés, après 1945, à prendre conscience que cette logique colonialiste, cette logique impérialiste, cette logique de grandeur, de civilisation supérieure, d'humanité supérieure à d'autres, qui en vient à barbariser l'autre, eh bien, elle a fait retour dans une catastrophe qui s'est retournée contre l'Europe elle-même et contre toute l'humanité.
La conséquence, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne raconte pas assez comme rupture. Et c'est cette rupture qu'ils veulent effacer, et ils l'écrivent, il faut les croire. Ils ont leurs théoriciens, ils ont leurs livres, ils ont leurs intellectuels pour le dire. Ce qui est proclamé en 1948, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à un État, à un peuple, à une nation, inconsidérément. Qu'il faut des droits au-dessus de ces peuples, de ces nations, de ces États. Qu'il faut pouvoir leur taper sur la tête par moments et leur rappeler que l'origine ne protège de rien et que tout peuple, toute nation et tout État qui se prétend civilisé peut générer la barbarie, lui-même produire la barbarie. D'Amnesty International à Médecins du Monde et toutes les ONG qui ont pris en charge les plaidoyers de la société civile, vous êtes les descendants de cette promesse-là, cette idée qu'il y a des acteurs de la société qu'on ne peut pas faire confiance aux États aveuglément et qu'il y a des droits supérieurs aux États, aux nations et aux peuples. Il faut bien voir comment c'est une rupture par rapport à ce qui est à l'origine par des mots simples de la catastrophe. Et ces mots, ils sont répandus aujourd'hui. Ils ont même été repris, attribués à Napoléon par Trump, alors que ce sont des mots, Hannah Arendt le rappelait, qui sont d'Hitler. Ce qui est juste et ce qui est bon pour mon peuple. Et c'est moi qui, par mon pouvoir, mon autoritarisme, ma violation de tout principe démocratique, décide ce qui est bon pour mon peuple. Mais il n'y a pas d'autre principe que ce qui est bon pour mon peuple. Et si vous lisez Yoram Hazony, intellectuel américano-israélien, Bible de M. Orban, Bible des soutiens de M. Trump, Bible de Netanyahou, il dit la même chose dans un livre qui s'appelle « Les vertus du nationalisme » et qui est préfacé par un publiciste d'extrême droite, ici même en France. Il n'y a pas d'autre principe que ce qui est bon pour ma nation. Rien au-dessus. Et si vous regardez le projet de loi référendaire, de référendum sur l'immigration de l'extrême droite française en cas d'élection présidentielle, c'est la même chose. Fini tout droit au-dessus du droit français qui devrait, dans ce cadre-là, être celui de la préférence nationale, de l'exclusion par, au fond, le hasard de la naissance. Et donc, c'est ça l'essentiel qui est en jeu aujourd'hui. Le point commun sous leurs différents visages entre Mohamed Ben Salman, entre Trump, entre Poutine, entre Milei et tant d'autres, c'est cela. Comme un monde mafieux où on s'accorde sur des logiques de puissance, on se répartit des territoires de puissance et où il n'y a pas de limite à mon désir de puissance, sauf l'accord avec un autre mafieux, une autre logique de puissance. J'ai inventé dans Le Jardin et la Jungle, un livre qui est paru cet automne, qui va paraître aux États-Unis en septembre, le néologisme d'illimitisme. Tout ce que nous avons à combattre, ce sont des puissances du no limit, de l'extractivisme, du pouvoir sur le vivant, du pouvoir sur les corps, du pouvoir sur les territoires, du pouvoir sur les richesses. Face à cela, comment tenir la digue? D'abord, et c'est vraiment ce qui est le plus désespérant depuis ces dernières années, tenir la digue du refus de l'indifférence. C'est terrible dans notre débat public que les mêmes qui prétendent défendre des positions de droit international sur l'Ukraine les oublient sur Gaza. Ils ont la vérité sous leurs yeux maintenant. Quand il y a une résolution votée par l'Assemblée générale des Nations unies, ça ne sert pas à grand-chose, mais elle est votée tout de même il y a quelques semaines de solidarité avec l'Ukraine et de son intégrité territoriale. Évidemment, la Russie et ses alliés s'y opposent, mais désormais les États-Unis votent également contre, mais également l'État d'Israël vote contre. Preuve, s'il en était besoin, que tout soutien inconditionnel, celui d'une partie de nos dirigeants, d'une partie de l'Union européenne, voire de la majorité de l'Union européenne, si l'on accepte l'Espagne et d'autres qui sauvent l'honneur, eh bien, tout soutien inconditionnel à la guerre de vengeance
de l'État d'Israël était évidemment le plus beau cadeau à faire à Vladimir Poutine lui-même. Ruiner le droit international, ruiner les principes qui sont les nôtres. Alors, combattre contre l'indifférence, c'est ce que vous faites dans toutes vos activités et dans toutes vos actions. Mais le deuxième enjeu, et qui est commun à nos engagements, c'est celui de la vérité. Nous sommes dans un monde, le fameux « inonder la zone de merde » très élégant de Steve Bannon, le conseiller de tous ces gens, nous sommes dans un monde où nous sommes au péril d'être envahis par la dictature des opinions pour étouffer les informations, où j'ai le droit de tout dire, y compris le pire et y compris l'innommable, vient tuer tout rapport de raison, tout rapport de connaissance au réel. Ceux qui en doutaient ont aujourd'hui la preuve avec les mots interdits par M. Trump aux administrations, avec sa diabolisation des médias critiques, de la recherche universitaire, du savoir, de la connaissance, que cette revendication du free speech était pour interdire nos mots, interdire notre liberté de défense des idéaux, de l'émancipation. Enfin, et cet enjeu de vérité est un combat sur le terrain des médias, sur le terrain de l'espace public, et c'est un combat qu'il faut mener contre une partie des médias. On ne peut pas jouer sur leur terrain. J'ai popularisé la formule de Jean-Pierre Vernant, ce compagnon de la Libération, ce grand intellectuel, qui disait « On ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages ». Donc, ce ne sont pas des territoires où l'on va débattre, ce sont des territoires, leur territoire d'opinion que l'on va combattre. J'en termine par le dernier point, qui est l'autre mot. L'enjeu, c'est l'égalité. Leur point commun, quand j'ai dit qu'ils veulent effacer ce sursaut de 48, mais qui est un sursaut qui est celui des Lumières, fussent-elles accompagnées d'ombre vis-à-vis des peuples dominés ou esclavagisés, qui est celui de 1789, ils veulent effacer la proclamation de l'égalité des droits. Le point commun de ce que nous appelons les extrêmes droites, sous tous leurs visages, et l'origine ne protège de rien, elles existent partout, c'est la haine de l'égalité. C'est la défense de l'inégalité naturelle, de la hiérarchie, des civilisations, des origines, des identités, des genres, des sexes, et d'où le fait que la cause des femmes et la cause des minorités de genre leur est insupportable, parce que là, on est au cœur de la question de l'égalité, au cœur de notre espèce, au cœur de notre humanité. Et d'où la radicalité de leur masculinisme, de leur homophobie. Pour terminer, il y a un mantra qui m'accompagne dans ce moment-là. Je suis de ceux qui sonnent le tocsin de la catastrophe depuis longtemps, donc je ne suis pas surpris. Et je dis à tout le monde qu'il ne faut surtout pas être pris comme des lapins dans les phares, dans le désarroi. Au contraire, d'un mal un bien. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Nous avons, dans le moment de cristallisation de Trump à Poutine, la vérité de toutes nos alertes précédentes. Et nous en parlions avec Agnès. Bien sûr que les alertes, nous les avons fait aussi sur des pouvoirs qui se prétendaient opposés à l'extrême droite, qui se prétendaient démocrates aux États-Unis, qui se prétendaient socialistes en France et qui n'ont pas tenu la barrière, la digue par rapport à ce qui montait, qui ont été aveugles. Mais nous avons dans ce moment de cristallisation un moment de vérité, un moment qui oblige à ne pas barguigner et à être au rendez-vous de nos causes communes, de l'égalité. Et c'est ce que vous faites. Et merci et bravo. Merci Edwy pour cette mise en perspective, cet éclairage très, très important. Hein. Tu parles d'illimitisme, ça nous renvoie à illibéral notamment. Tu as parlé de cette lutte contre l'égalité. Donc on voit bien aussi la notion de suprémacisme qui est là, qui est au travers et qui transpire de
tout un tas de politiques aujourd'hui qui expriment la violence vis-à-vis de minorités et autres. Et puis tu as rappelé, évidemment, et ça me permet de faire une transition, le fait que le droit international humanitaire, qui est censé un peu être une utopie, de porter un peu d'humanité dans la terre, dans les guerres. Alors une utopie d'idées, mais c'est loin d'être une utopie, parce qu'il y a des textes, il y a des acteurs qui essayent de porter, et on voit comment ces règles d'humanité qu'on a essayé de renforcer au lendemain des Secondes Guerres mondiales, notamment avec des mécanismes de limitation des crimes de masse, est en train d'être balayé d'un revers de main par ceux-là même qui les ont mis en place au lendemain d'un terrible conflit qui a fait plusieurs millions de morts. Alors Agnès Calamard, tu es secrétaire générale d'Amnesty, c'est une chance pour nous de t'avoir, tu es très sollicité aussi, d'ailleurs vous êtes tous très sollicités tous les trois, donc on est tous très chanceux de vous avoir aujourd'hui, qu'on se le dise. Ce droit international humanitaire, il est attaqué quotidiennement. Ton association, pas une association humanitaire, c'est une association de défense des droits de l'homme. On n'est pas loin, on travaille souvent sur le même contexte et on y reviendra. Comment vous vivez cette situation et ce contexte que Edwy a rappelé au quotidien, dans vos opérations? Comment cela vous impacte? La guerre à Gaza a été quelque chose d'important. On sait qu'aussi des rapports que vous avez sortis sur Zelensky ne sont pas très bien passés, notamment. Voilà. Comment vous vivez ça aujourd'hui dans votre quotidien? Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être ici. Je voudrais faire peut-être deux points de contexte et puis après rentrer dans le vif de la question. Qu'est-ce qu'on fait? Mes 2 points de contexte reprennent largement ce que Edwy vient de nous dire. On peut se focaliser sur Donald Trump et sur les 3 derniers mois, et il faut le faire. Mais il faut quand même bien reconnaître, utilisant l'expression de la courte échelle, c'est ça, oui, je l'ai reprise avec les journalistes après d'ailleurs. Il m'a interviewé lundi et il m'a soufflé ce terme, depuis je l'utilise. Il faut bien comprendre que ça fait 10 ans que l'on assiste, au moins 10 ans que l'on assiste à des dérives autoritaires partout, y compris dans nos vieilles démocraties. Il faut comprendre que Donald Trump, il surfe sur ces dérives et que on peut s'attaquer à Donald Trump et il faut s'attaquer à Donald Trump parce que c'est un super accélérateur. Il accélère à vitesse extraordinaire toutes les dérives auxquelles nous avons assisté depuis des années et il les enracine encore plus. Mais n'oublions pas que se débarrasser, comme peut-être les Américains le feront dans 2 ans, se débarrasser de Donald Trump ou des républicains, c'est pas la fin du problème. Le problème est malheureusement très, très profond. Donc la thématique du populisme s'impose tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ces racines? Ces racines, ce sont depuis au moins 10 ans, mais on peut retracer ça peut-être même aux attaques du 11 septembre et ce qui s'est passé après. Depuis des années, on assiste à la normalisation de lois qui auraient dû être celles du passé, certainement pas celles du présent et encore moins celles du futur. On assiste à des attaques contre la liberté de la presse. Je pense, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que Thibault va le faire. Des attaques contre la liberté d'association, la liberté de manifester, la criminalisation de l'expression plus ou moins pacifique, même si elle n'est pas complètement pacifique, elle ne devrait pas donner lieu aux actes de violence auxquels nous sommes tous témoins. Nous assistons à des détentions arbitraires un petit peu partout, nous assistons à la déshumanisation de populations, en particulier des populations immigrées. On assiste à tout un langage qui est construit. Bon, en France, on va parler du communautarisme, des djihadistes, de l'islamisme, etc. Tout ça pour créer des zones qui deviendront ou qui deviennent des zones de non-droit, c'est-à-dire c'est l'État qui impose des zones de non-droit par le biais de toutes ces constructions politiques qui n'ont absolument rien d'objectif. Donc, pour nous, à Amnesty, on
on voit vraiment les défis comme étant, ayant ces deux dimensions. Il faut s'attaquer et il faut répondre à Donald Trump et le faire de façon très puissante, mais il faut comprendre que dans nos réponses, nous devons pouvoir aussi nous attaquer aux racines du mal qui sont beaucoup plus profondes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le désarroi, je pense que tout le monde l'a vécu, certainement depuis le mois de janvier, parce que la vitesse et la cruauté des mesures prises par Donald Trump, ça nous a soufflé. Je pense que ça a soufflé tout le monde. La destruction, jusqu'à l'année de décembre, on avait la destruction du droit humanitaire, qui est le produit de la guerre contre le terrorisme, de l'agression russe en Ukraine et du génocide israélien à Gaza. Chacune de ces trois dynamiques a signifié que le droit humanitaire ne s'applique plus à nous, entre guillemets, en raison de nos circonstances exceptionnelles. Et dans la mesure où il n'y a plus rien d'absolu dans l'application du droit, le droit n'existe plus. Donc ça, c'était jusqu'au mois de décembre. Depuis l'élection de Donald Trump, on assiste à des destructions encore plus effrénées, je dirais, qui reprennent des thèmes d'avant, mais qui sont très très présentes. Donc ça a été signifié, mais l'égalité, c'est absolument au cœur de l'inégalité est au cœur de ce nouveau projet auquel il faut répondre. Donc la stratégie d'Amnesty est d'abord une stratégie de résistance, de rébellion et de transformation. J'utilise ces trois termes parce qu'il faut avoir une vision transformative, si c'est peut-être pas très, très français. Il faut avoir une vision du futur. On ne va pas sacraliser le passé. Oui, moi je suis prêt à sacraliser la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres textes qui sont en effet absolument fondamentaux, mais ne sacralisons pas les 80 dernières années, parce qu'il y a eu beaucoup de méfaits qui ont été commis, de crimes et de peuples qui n'ont pas du tout bénéficié de la Déclaration universelle. Donc ne sacralisons pas ce qui s'est passé au cours des 80 dernières années et gardons toujours en tête qu'il faut que nous aussi, nous construisions le futur. On ne doit pas se contenter de protéger le passé. Donc ça, c'est une dimension absolument fondamentale du travail d'Amnesty à l'heure actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Ça veut dire qu'il y a, par exemple, du droit qui doit être encore développé. Même s'il faut protéger certains acquis, il faut aussi réfléchir sur le futur, que ce soit au niveau des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle et du passé d'ailleurs. Par exemple, les crimes du passé, au niveau du droit international, on ne les prend pas tellement en compte. Comment rendre des comptes pour le colonialisme? Comment rendre des comptes pour l'esclavage? Tout ça, ça doit faire partie de la réflexion, en tout cas d'Amnesty. En ce qui concerne les impôts au niveau global, au niveau national, il y a toute une nouvelle réflexion qui doit être menée. La transformation du Conseil de sécurité qui ne sert plus à rien. Donc il faut repenser ces outils-là, il faut repenser l'architecture financière qui est tellement inégalitaire. Donc il faut continuer d'avoir une vision pour le futur. C'est pas parce qu'on nous force à résister et à protéger des acquis qu'il faut oublier de construire un nouveau futur. En ce qui concerne la résistance, elle s'applique au niveau national, au niveau local, au niveau international. En tout cas, à Amnesty, c'est comme ça qu'on la conçoit. On ne conçoit pas une résistance qui soit uniquement guidée, coordonnée ou même centralisée par moi ou par le secrétariat. On conçoit la résistance comme étant des actes individuels, des actes de groupe, des actes de collectivité, des actes au niveau de la nation, des actes au niveau du village, des actes au niveau de l'organisation
de l'emploi, de l'entreprise où on travaille. Et c'est ce message que nous essayons de communiquer à l'heure actuelle, que chacun a, et on essaye de mettre en place des outils ou surtout des contenus qui permettent à tous nos membres, à travers le monde, de devenir un résistant. Je pense que c'est la chose la plus importante. Il faut que chacun d'entre nous, dans tous nos espaces, nous devenons des résistants. Et puis je pense que la dernière chose qui s'impose, c'est qu'il faut se battre aussi au niveau international. Et là, ça demande peut-être un peu plus de centralisation, mais il y a une attaque incroyable contre les outils multilatéraux. Les Nations Unies, c'est pas l'idéal. On sait qu'il y a des réformes à y apporter, mais on n'a pas de plan B, on n'a pas d'autres outils à l'heure actuelle que ces agences opérationnelles ou ces agences politiques. On a un outil par rapport aux droits de l'homme qui est le Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme. Nous voulons le protéger, le conserver, lui donner plus de moyens, alors qu'il y a à l'heure actuelle une tentative de détruire, de le détruire. Je parle de l'Organisation mondiale de la santé en particulier, qui fait face à d'énormes difficultés. Et de nouveau, ça ne veut pas dire que c'était parfait. Mais qu'est-ce qu'on va faire si ça disparaît? C'est pas que Médecins du Monde qui va pouvoir remplacer l'OMS. Donc il faut. Il n'y a pas pensé, je te le dis. Mais, d'accord. Mais peut-être qu'en rentrant, on va faire un groupe. Il faut aussi, donc, la résistance pour Amnesty, c'est aussi à ce niveau-là, c'est résister ce qui est en train d'être détruit au niveau des institutions internationales, bien sûr du droit international, des institutions internationales comme la Cour pénale internationale, qui elle aussi n'est pas parfaite, mais elle travaille quand même. Elle a mis des mandats d'arrêt contre Poutine, contre Netanyahou. Le président Duterte est devant ses juges maintenant. Qui aurait imaginé que ce sale type, ce monsieur au pouvoir absolu, se retrouverait un jour à la haie devant des juges? C'est un moment extraordinaire, on n'en parle pas assez. Mais pour les Philippins, pour moi qui ai travaillé sur les Philippines, c'est un moment extraordinaire. Il a assassiné des milliers de personnes, ce type-là, en toute impunité, et il le proclamait, comme les sales types de maintenant proclament leur impunité. Donc, il faut garder espoir, il faut résister, il faut travailler à tous les niveaux, y compris au niveau international. Merci. Merci Agnès pour cette leçon de courage. Je retrouve bien dans ta parole les messages, je pense à Julia Grignon et d'autres juristes internationaux qui se battent au quotidien pour défendre le droit international humanitaire, et quand bien même, on le voit, ce droit international humanitaire n'a jamais été toujours respecté en Afghanistan, au Yémen, au Congo. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le deux poids, deux mesures éclatant entre la manière dont les Occidentaux essayent de le faire appliquer de manière légitime en Ukraine, et puis sont un peu moins regardants sur ce qui passe à Gaza. Et de fait, ça l'affaiblit et ça en fait davantage un outil de domination plutôt qu'un outil de justice. Donc, il ne faut pas faire table rase du passé. Tu l'as dit, ça a été très clair. Ne pas être dans une illusion rétrospective de la réalité du passé, et en même temps ne pas en faire table rase et continuer à se projeter en rappelant effectivement que le génocide rwandais, c'était aussi un échec des juridictions internationales dans la prévention des crimes de masse. C'était très clair, merci. Thibaut, tu es directeur général de Reporters sans frontières, une association qu'on adore, nous, chez nous. Notre vice-présidente l'adore. Elle a fait partie de votre conseil d'administration. Elle est au premier rang et elle va t'écouter comme nous tous. À RSF, quand on a un petit peu parlé, tu me disais... Ce qui est choquant, c'est, on va dire, cette croisade qui a lieu en ce moment avec différents mécanismes pour saper les assos, pour saper les chercheurs. Ça date pas que de Trump, hein, on voit que ça a monté depuis pas mal d'années. Comment toi tu analyses cette réalité à l'aune un petit peu de ce que Edwy et Agnès nous ont apporté comme éclairage? Ouais, alors c'est dur de parler après ces deux-là. Bon courage, hein. Moi j'ai essayé. Hein. Agnès a dit il faut voir ce que font ces sales types. Et je voudrais dire quelque chose que je dis rarement, c'est que ces sales types font des choses terribles aux gens, ils font aussi des choses terribles aux mots, évidemment. Et il y a un mot, moi, que j'aime, et ça va vous surprendre, c'est le mot populisme. À l'origine, au début du XXe siècle, ça désigne un courant littéraire qui vise à permettre l'expression
du peuple ou la réalité du peuple s'exprimerait par la littérature. C'est un cousin de ce qu'on a appelé la littérature prolétarienne par la suite. Regardez ce que ce mot est devenu. Regardez la transformation qui est la sienne. Moi, j'aime le populisme. J'ai écrit sur René Fallet, sur Jean Vautrin, sur Michel Audiard, qui sont des figures à certains égards du populisme. Eugène Daby a donné son nom à un prix qui porte le prix populisme. Donc, moi, je voudrais que nous soyons populistes face à des gens qui s'arrogent, qui sont les ventriloques du peuple, qui considèrent qu'ils ont le droit, alors que fondamentalement, ils sont confortablement assis dans des palais, ils sont assis dans des plateaux télé, ils s'arrogent le droit de parler au nom du peuple, d'une majorité silencieuse. C'est toujours bien commode de parler à la place de la majorité silencieuse. Et je crois que c'est quelque chose qui est très choquant de voir aujourd'hui, avec en ligne de mire cette réduction perpétuelle de la démocratie à l'élection, qui certes est au cœur du processus démocratique. Mais qu'est-ce que c'est une élection? Qu'est-ce que ça vaut s'il n'y a pas eu d'abord une délibération publique digne de ce nom, une possibilité d'avoir un débat fondé sur les faits? Qu'est-ce que ça vaut si après l'élection, l'état de droit est mis à mal? Donc je crois que c'est vraiment important de comprendre que tout cela fait partie d'un tout et qu'il faut lutter véritablement avec intensité et intelligence, au-delà des mantras, pour essayer de faire en sorte que nous conservions cette appréciation de la démocratie qui va au-delà du cycle électoral. Alors, la lecture qu'on fait à RSF, c'est une lecture assez simple, au fond. Et on vous dira toujours que c'est très compliqué. Au fond, ce qui se passe aujourd'hui est quelque chose que l'on peut lire à l'aune des derniers mois comme étant un moment de bascule. Bien sûr, il y a l'histoire longue, mais l'histoire courte, elle est claire. Aujourd'hui, vous avez une alliance objective, qui est même plus qu'une alliance, c'est quasiment une fusion-acquisition, entre des pouvoirs politiques et des plateformes technologiques qui vont instrumentaliser le débat public à leur profit. Je veux dire, on ne fait pas plus partenariat public-privé que l'arrivée de M. Musk au gouvernement américain. Enfin, je crois que c'est le sommet du mélange des genres qu'on n'ait jamais vu, y compris dans un pays comme l'Amérique, qui a toujours fait fort d'avoir une forme de probité dans la vie publique. Donc je crois que c'est vraiment important de se dire que là, il y a une alliance qui est inédite et qui peut emporter beaucoup sur son passage. Et elle peut emporter justement les gens. Elle peut emporter une grande partie des électeurs qui sont trompés par une croisade qui est menée au nom de la liberté d'expression, de ce free speech. Vous noterez que le free speech, c'est toujours une libération, selon eux. C'est jamais un État, c'est jamais une liberté qui est accordée. C'est quelque chose qu'il faut perpétuellement jeter comme un anathème. On va libérer les universités, etc. Et je pense que c'est important, il faut prendre garde à ce travestissement, parce que derrière tout cela, on oublie quelque chose qu'évidemment, à Reporters sans frontières, on a très à cœur, qui est la question de la liberté de la presse. Si les pères fondateurs de l'Amérique, qui en grande partie étaient des journalistes, on dit dans le premier amendement que le Congrès ne devait pas passer de loi qui porte atteinte à la liberté d'expression ou à la liberté de la presse, ils sont pas cons les mecs, ils ont bien dit liberté d'expression et liberté de la presse. Ils savent bien que c'est pas la même chose. C'est pas la liberté de communiquer son opinion par oral ou par écrit. C'est pas ça. La liberté de la presse, c'est la possibilité d'utiliser des moyens technologiques de diffusion massive de messages au service de l'intérêt général. Et c'est pour ça que je crois, évidemment, vu de notre fenêtre, que tant qu'on n'aura pas réglé cette question fondamentale, ce malentendu qui va se répandant, qui commence à s'importer, y compris en France. Le JD News titre « Vive la liberté d'expression ». Belle affaire. Moi, ce que j'attends d'un journaliste, c'est pas qu'il me donne son opinion, c'est qu'il m'apporte les faits. Et je crois que c'est important de revenir sur ce fondement-là. Donc voilà la grille de lecture qu'on a, qui est une grille de lecture très simple. Et je voudrais dire que si Donald Trump, avec ses 70 ans et plus, arrive à devenir un personnage cool et à la mode, une figure de pop culture quasiment, que certains d'Américains voudraient croire inoffensif, eh ben je crois que vous, les humanitaires, vous avez la possibilité d'incarner ce que vous êtes, le bon sens, aller au secours de son prochain, défendre le droit. Je crois que vous êtes les héros à bien des égards et qu'on a besoin de vous entendre plus. Je crois que quand je discute avec des dirigeants associatifs, je suis souvent frappé de la peur, d'être mal compris, que le message soit tordu. Et je crois que également, les populistes, s'il faut les appeler ainsi, ou l'extrême droite, ou en tout cas cette nouvelle alliance, elle se nourrit de nos peurs, de nos hésitations. Et je crois qu'il est important d'occuper le terrain médiatique avec force, sans tortiller, dire ce qu'on a à dire. Et je crois que c'est qu'à ce prix-là, en sortant de nos complexités, de nos contradictions, en regardant qui nous sommes en face, qu'on arrivera à avoir véritablement ce qui est attendu de nous, c'est-à-dire la création d'une coalition des bienveillants
et pas des bien-pensants, contrairement à ce qu'ils pensent, mais des bienveillants, des hommes et femmes de bonne volonté. Et ça, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin. À Reporters sans frontières, ça nous invite très clairement, par exemple, à considérer qu'on ne va pas sauver le monde des médias. S'il en est là, c'est probablement qu'il a un peu fauté. Mais d'essayer de trouver comment est-ce qu'on peut construire sur les ruines quelque chose qui aura du sens, qui répond aux attentes des citoyens. D'écouter les citoyens d'ailleurs. Parce que les citoyens, quand vous écoutez un patron de presse, vous avez l'impression qu'on ne sait pas ce qu'il veut, le citoyen. Les patrons de presse sont toujours au niveau, dans beaucoup de médias, du poulet sans tête qui court en disant « mais pourquoi ne nous aime-t-on pas ?» Mais écoutez les sondages, regardez le sondage de la Croix. Les citoyens, ils veulent un cycle d'information plus court, ils veulent une sorte de sortie de ce moment où on ne sait plus quel est l'accessoire ou le principal. Ils veulent avoir l'effet moins d'opinion. Et je crois qu'il faut entendre ça, il faut transformer avec force. Ça passe par l'application de la loi. La loi, elle est claire en France, par exemple sur l'audiovisuel. Il faut de l'honnêteté, de l'indépendance et du pluralisme. Il n'y a pas à tortiller, hein, faisons ça. On peut évidemment passer toutes les lois qu'on veut et réformer et dialoguer au Parlement. Mais déjà, si le régulateur appliquait ces principes-là, on n'en serait pas là. Et puis aussi, je crois qu'il faut se battre pour une meilleure application, une réforme. Il faut aussi ressortir par l'amour. Moi, c'est quelque chose auquel je crois vraiment. Il faut avoir le sens de l'humour, évidemment, dans les circonstances et autres, mais aussi le sens de l'amour. Se dire que, par exemple, si les gens sont aussi énervés contre le journalisme, c'est qu'il y a une frustration derrière. Et une frustration, c'est toujours un amour déçu. Au fond, François Truffaut disait dans chaque Français, il y a un critique de cinéma. Et ben moi, je suis persuadé que dans chaque Français, il y a aussi un critique des médias. Et que ça veut dire quand même que tous, à un degré ou à un autre, on a vu un reportage, on a écouté une émission, on a lu un article qui a changé notre regard sur le monde. Il faut repartir en conquête, il faut repartir en campagne. Au fond, Reporters sans frontières ne fait pas de politique, mais si on était quelque chose, on est le parti politique de la liberté de la presse. C'est notre seule mission. Et je crois que toutes les élections, quelle qu'elle soit, elle se gagne toujours par une coalition à un moment. Il faut convaincre au-delà de son propre camp. Et ça, c'est notre mission à nous, dirigeants associatifs. Ça vaut aussi pour les humanitaires, et je crois qu'il faut le faire avec force et vraiment sans détour. Voilà, merci. Merci. Merci Thibaut. On a tous été quittés malgré nous dans des histoires d'amour difficiles. Bon, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais on voit bien la question de la frustration que tu évoques. On a plein d'analystes ici qui pourraient nous faire des analyses psychologiques. Et ça ne va pas être le sujet. Ce qui est intéressant, c'est que tu dessines peut-être les lignes d'une éthique dans le journalisme, en fait. Hein. Tu bordes un petit peu ça. Edwy, c'est aussi quelque chose que vous avez commencé à aborder à la fin de votre première prise de parole, la notion de vérité. Dans un contexte où on le sait, hein, que ce soit des avocats qui vous le disent ou des hommes politiques, femmes politiques qui vont sur certains plateaux, la question c'est pas de dire la vérité, c'est d'avoir raison. Et c'est que d'avoir le dernier mot et au final de porter le message qui va convaincre sans forcément qu'on utilise la vérité. Est-ce qu'il y a une ligne éthique en médias? Est-ce qu'il faut la porter? Vous qui êtes journaliste, c'est votre métier, vous êtes essayiste, mais vous avez aussi cofondé Mediapart, vous avez travaillé au Monde, des directeurs du Monde. Est-ce qu'on peut parler d'éthique, on va dire médiatique, journalistique, et comment, dans ce contexte, des associations comme la nôtre, qui avons deux piliers, hein, qui sont l'action et le témoignage et le plaidoyer par la communication notamment, on peut s'insérer dans ces espaces médiatiques où les règles du jeu sont souvent bafouées? Thibaut a parlé très, très brillamment, et bravo pour la référence à Hôtel du Nord, Eugène Dabit, et au populisme. Et en fait, derrière cette question de qu'est-ce que c'est que l'éthique du métier de journalisme, c'est au fond qu'est-ce que c'est qu'une éthique démocratique. Et c'est pour ça que je faisais référence à ce que disait Thibaut, la démocratie. Je ne dirais même pas que le vote est au cœur de la démocratie. La démocratie, c'est un écosystème complexe qui, bien sûr, suppose qu'il y ait des représentants qui peuvent être désignés par le vote. On délègue notre pouvoir, mais qui suppose toutes sortes d'autres mécanismes. Une société qui peut s'exprimer. Le premier amendement, il faut le rappeler, et qui a été repris tel quel dans la deuxième déclaration des droits de l'homme française, celle de 1793, qui est oubliée, celle de l'an 1, un copier-coller qu'on doit sans doute à Thomas Paine, qui était présent à l'Assemblée française. Le premier amendement américain, il lie trois libertés ensemble. Bien sûr, la liberté de la presse, mais la liberté de se réunir, de pétitionner, de manifester, et la liberté d'avoir ses propres opinions, derrière laquelle il met la liberté de croire, la liberté de religion. Donc la démocratie, c'est cet écosystème. Une justice indépendante,
qui est donc jusqu'au bout indépendante. Regardez comment Madame Meloni, en Italie, aujourd'hui, bute sur quelque chose qui n'existe pas en France, qu'on a un peu conquis grâce à nos révélations avec le parquet national financier, confère les épisodes récents, mais en Italie, le parquet est indépendant. Et Madame Meloni, par rapport à des décisions que prend la justice contre sa politique migratoire, veut s'attaquer à cette indépendance. Et néanmoins, c'est un acquis qui fait que même le syndicat des magistrats un peu conservateur italien proteste, soutient cette indépendance. Une presse libre avec un écosystème de liberté et, encore une fois, une société qui peut s'organiser, qui peut manifester, qui peut protester. Et là, on en revient sur tout ce qui a été remis en cause ces dernières années. Donc, la démocratie, c'est pour ça que dans cet écosystème complexe, la responsabilité du journalisme, qui est vis-à-vis du public, qui n'est pas vis-à-vis de son employeur, qui n'est pas vis-à-vis de l'État, c'est la production, très banalement, au pluriel et avec un petit v, de vérité de fait, de connaissance sur le présent, lequel est encombré de passé. Mon expression n'est pas anodine. Il y a un texte fondamental qui est comme prophétique sur tout cela, qui est un texte que fait Hannah Arendt dans le New Yorker en 1967, qui s'appelle en anglais Truth and Politics, Vérité et politique, où elle dit, et c'est vraiment aujourd'hui, avec tout ce qui se joue avec notre révolution numérique digitale et la démultiplication des opinions, elle dit, au fond, le cerveau humain produit deux sortes de vérités. Il y en a qui ne seront jamais menacées, qu'elle appelle, mais c'est un faux ami, vérité de raison, vérité de raisonnement. Certaines peuvent être raisonnables, d'autres peuvent être terribles. L'idéologie du Hutu Power est une vérité d'opinion, comme l'idéologie arien et sémite, comme toutes les idéologies qui ont accompagné toutes sortes de crimes. Elle dit, ces vérités d'opinion, le cerveau humain en produira toujours des millions. En revanche, il y a d'autres vérités qui, elles, sont plus rares, concernant le présent et le passé, plus fragiles, plus difficiles à produire, truth of facts, les vérités de fait. Et elle dit d'ailleurs dans ce texte, ça concerne aussi bien les journalistes que les humanitaires, je dirais les soignants aussi, elle dit les opposants les plus dangereux pour le pouvoir, avant leurs opposants politiques, sont les producteurs de ces vérités de fait. Ceux qui font un rapport montrant qu'il y a un génocide qui est en cours, ceux qui font une enquête journalistique révélant la corruption, ce sont les plus dangereux. Et elle dit à ce moment-là, le débat d'opinion n'a pas de sens en démocratie s'il n'a pas en son cœur d'abord des vérités de fait. Si on n'a pas créé un écosystème où on admet des vérités de fait, où on ne les étouffe pas, où on ne les balaye pas. Sinon, c'est mon opinion contre la tienne, donc tous ces talk-shows, mon préjugé contre le tien, ma croyance contre le tien, mon identité, ma communauté, c'est la guerre de tous contre tous. Et c'est là la ruse du monde dans lequel nous sommes, démultipliée par la révolution numérique, c'est que le cheval de Troie de destruction de notre espace public a le visage de la liberté. Comme ces pouvoirs ne sont pas des dictatures militaires, ils ont l'apparence du vote et de la légitimité du vote. Mais la légitimité du vote seulement. Puisque je suis élu, j'ai le droit de tout faire. Et là, on est au cœur des logiques de pouvoir, d'absolutisme présidentiel, de pouvoir autoritaire, au cœur de la légitimité électorale. Comme on est au cœur de la destruction d'une éthique de la vérité par la dictature des opinions. Donc ça, c'est vraiment... On doit avoir la compréhension de ça, car c'est la bataille dans laquelle nous sommes. Et de ce point de vue, Thibault a dit, Reporters sans frontières, et je pense que Médecins du Monde dirait la même chose, on ne fait pas de politique. Mais je voudrais vous interpeller là-dessus. Bien sûr, pas de politique en termes partisans, pas de politique en termes d'adhésion ou de soutien à telle ou telle formation politique. Mais la politique comme enjeu commun est en péril, là. Et nous sommes en première ligne. C'est pour ça que je pense qu'il y a aussi dans ce moment d'inquiétude un moment de dynamisme, de mobilisation. On a rendez-vous avec nous-mêmes. Vous avez plus que jamais, quand l'humanitaire était consensuel, médiatiquement consensuel, quand le journalisme de révélation, ça ne posait aucun problème, on avait le vent qui nous portait. Oui, on a le vent contraire. Mais du coup, on est des fantassins de nos idéaux. On est en première ligne. On a un moment qui, au contraire, nous requiert
Et je pense, c'est un paradoxe, moi qui suis d'une génération qui a plutôt vécu la période avec les vents qui nous poussaient devant, et peut-être avons-nous été trop confortables, hein, trop rassurés et pas assez inquiets. Aujourd'hui, et c'est ce que je crois vraiment, hein, c'est la jeunesse n'a pas d'âge. Regardez, c'est Bernie Sanders qui fait le boulot. Je dis ça pour rigoler, Voilà, mais nous avons ça. Et ce qui m'amène à un dernier point. Quand je dis avoir l'intelligence de notre indignation, de notre révolte, de notre résistance, il faut aussi, et ça c'est aussi un moment de vérité dans toutes nos cultures, Make America Great Again. L'extrême droite a repris ça à Madrid, Make Europe Great Again. Il faut avoir aussi un imaginaire alternatif. Et justement, contempler la catastrophe de la grandeur. Le problème, c'est la grandeur. De Louis XIV à Napoléon et de Napoléon jusqu'à aujourd'hui. La grandeur, le délire de la grandeur, la catastrophe de la grandeur. Il nous faut avoir un imaginaire dans ce monde de l'urgence, c'était souligné dans la table ronde précédente, de l'urgence écologique, de l'urgence du vivant. Ce monde est un monde condamné. Ils ne pensent qu'à leur durée de vie et voir celle de qui sera leur successeur. Ils ne pensent pas au bien commun. Et notre humanité et le vivant dans lequel nous sommes est en péril. L'horloge galope. Donc c'est un monde condamné. Ils ne veulent que, d'où leur fait de vouloir aller sur Mars, de vouloir être en dehors du monde, d'être extérieur, d'être offshore, parce qu'ils ne se foutent. Ils ne pensent qu'à leur survie individuelle. Mais c'est un monde condamné qui nous envoie dans le mur et qui enverra, y compris les intérêts qu'ils prétendent défendre, dans le mur. Et le monde que nous défendons doit avoir l'imaginaire alternatif qui peut rassembler autour de lui. Et c'est un imaginaire de la fragilité, de la précaution, de l'interdépendance, de l'écoute. C'est pour ça que je dis souvent que MeToo, et c'est pour ça que je parlais du masculinisme tout à l'heure, porte cet imaginaire politique. Le féminisme, la cause des femmes sur la longue durée, porte cet imaginaire de fragilité, de précaution, d'écoute, dans toutes les cultures, dans toutes les nations. Et c'est cette question de la grandeur. Et quand vous pensez à la sidération des élites démocrates américaines, souvenez-vous de la convention qui investit Kamala Harris. Kamala Harris termine par un discours qui avait de l'allure. Mais à un moment, elle dit, pour galvaniser ses troupes, « We are the greatest nation on earth ». Elle prend le même imaginaire que Trump. Nous sommes la plus grande nation du monde. Ce que Trump, vous avez vu son discours au Congrès, qui est terrible. Qui est terrible. Il veut faire la plus forte civilisation de l'histoire du monde. Mieux que l'Empire romain. Il faut le prendre au mot. Comme, je veux dire, on pouvait penser que Hitler, avec tous ses tics et tout, était un comique. Non. Mais néanmoins, on a bien vu ce que ça produisait. Et nous sommes face, dans un autre contexte, au même type de monstruosité. Et quand j'ai dit « c'est un monde condamné », rappelez-vous cette formule très lucide de Gramsci dans l'entre-deux-guerres, quand il était en prison sous le fascisme italien, où il dit « la crise, c'est un vieux monde qui est condamné, mais qui ne veut pas mourir, qui s'accroche, et il y a un nouveau monde qui est là dans toutes vos initiatives, mais il tarde à naître, il ne trouve pas sa traduction, surtout sa difficulté de traduction internationale dans un monde interdépendant. C'est bien le problème que nous avons. Et là, la phrase, c'est « dans ce clair-obscur, dans cet entre-deux, surgissent les monstres ». Nous sommes dans ce moment-là. Mais au bout du compte, ce vieux monde est condamné et le nouveau monde finira par s'imposer. Et nous, notre responsabilité, c'est d'avoir l'imaginaire qui, quels que soient les dégâts qui sont faits, quel que soit, Dieu sait si les victimes sont nombreuses, regardons Gaza, et nous-mêmes, nous ne verrons peut-être pas ce nouveau monde, mais nous devons porter l'imaginaire de ce nouveau monde qui doit rompre avec les 5 siècles de projection de notre Occident, de notre Europe, de notre modernité sur le monde, qui avait comme moteur cette grandeur, cette logique de puissance, cette logique de hiérarchie. Et c'est ça, il faut finir le boulot. On a mis les mots en 1948, mais on n'a pas
continuer le boulot. Au même moment, l'apartheid était instauré. Au même moment, on jetait notre propre crime, le crime de destruction des Juifs d'Europe, comme un manteau de poussière, en laissant commettre une injustice sur le dos d'un autre peuple qui n'y était pour rien. Je parle bien sûr des Palestiniens. Et donc, le boulot n'a pas été terminé. Nous avons trahi la promesse de 48, évidemment. Regardez les guerres coloniales, on va se souvenir, le 8 mai 45, c'est aussi Sétif et Guelma en Algérie. Allez voir le film Fanon, actuellement sur nos écrans. Donc, il faut finir ce boulot. C'est notre responsabilité, c'est notre tâche. Et quel meilleur moment pour le faire que le moment où, justement, nous sommes mis à l'épreuve. Merci, Edwy. Et pour aller dans le sens que vous évoquez tout à l'heure, si effectivement une association comme Médecins du Monde est non partisane, elle n'est ni de droite, ni de gauche, ni de l'en même temps, encore moins de l'en même temps, évidemment, nous sommes profondément politiques, engagés dans des combats qui impactent les politiques publiques, qui défendent une certaine idée de la juridiction internationale. Et d'ailleurs, ayez en tête que l'année dernière, de manière, on va dire, exceptionnelle, nous avons rompu avec certains principes humanitaires en notamment donnant une consigne de vote et un appelant à voter contre les idées d'extrême droite et contre les partis politiques qui les portent, parce que la raison existentielle qui est à l'origine de ces discussions est mise en avant lorsque l'on imagine l'extrême droite et les populismes au pouvoir qui défendent tout ce que nous ne défendons pas en termes de vision d'un État social fort. Et donc, ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire la défense de l'intérêt général versus l'intérêt privé, parce que nous n'acceptons pas de dissocier des bons ou des mauvais malades, ceux qui auraient des papiers et ceux qui n'en auraient pas et qui pourraient mourir sans problème. Et nous défendons une certaine idée de la démocratie sanitaire. Donc, nous sommes éminemment politiques et c'est important de le dire. Et c'est aussi pour ça qu'on a ce genre de discussion aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça aussi qu'on est très heureux de vous entendre, nous éclairer sur les pistes à continuer pour formaliser et faire évoluer notre combat. Alors Agnès, dans ces conditions, après le tableau qu'on a posé, les perspectives de combat qu'Edwy nous rappelle sur la base de valeurs, d'une certaine morale, d'une certaine idée du projet social et de la manière de penser de l'altérité dans la solidarité, comment on s'organise aujourd'hui? Comment votre association pense travailler, comment on fait des alliances avec des acteurs, on va dire, humanitaires, étant entendu que vous êtes plutôt une organisation des droits de l'homme. Quelles sont les perspectives d'opérationnalité, de travail? Tu as quand même mis quelques pistes en avant pour pouvoir essayer de formaliser, continuer et finir le boulot qu'Edwy nous rappelle de devoir finir. Je pense que j'ai déjà répondu à cette question tout à l'heure. En partie, ouais, mais tu peux enchaîner. Peut-être que ça serait bien d'entendre les questions. Non, je pense que je vous ai déjà répondu. Je l'ai dit très clairement. La résistance, c'est le travail de tout un chacun tout d'abord. Donc, de chaque individu dans cette pièce, de chaque membre, au niveau individuel, il faut savoir résister. Dans notre famille, dans notre village, dans notre entreprise, il faut apprendre la résistance. Parce que toutes ces dérives auxquelles on assiste, elles ont pénétré très en profondeur dans nos sociétés. Donc, ce n'est pas un petit travail médiatique, une petite campagne qui va y mettre un terme. Il faut vraiment comprendre que c'est du chien-dent, que les racines sont profondes et qu'il faut travailler en profondeur. Il n'y aura pas de réponse rapide. Donc, premièrement, c'est un travail individuel de tout un chacun. Quelle est la responsabilité des associations? C'est celle de donner des outils à ces individus pour que quand ils entament des débats, quand ils parlent avec les gens, ils aient des arguments, ils aient des faits, ils puissent répondre à toutes ces contre-vérités, à toute cette propagande auxquelles on a eu à faire face depuis des années et qui ont pénétré dans l'inconscient et le non-conscient ou le subconscient de tout le monde. Donc ça, c'est le travail d'Amnesty. On essaye de construire des choses simples, mais des outils, des arguments, de s'assurer que les membres d'Amnesty, que les groupes d'Amnesty puissent avoir accès à des briefings tout simplement. Si vous voulez avoir un débat sur Gaza, voilà les faits qu'il faut rappeler. Si vous voulez avoir un débat sur les migrants qui prennent les boulots comment on les appelle, les Français de souche là, voilà les arguments, voilà des choses simples, mais il faut que tout le monde puisse avoir accès à ces petits dossiers qui puissent ensuite en faire
les leurs, quoi, qu'ils se les approprient avec leur propre langage. Il faut, comme je l'ai dit, qu'on construise une culture de la résistance dans toutes nos sociétés et dans nos associations. C'est pas moi qui vais faire la résistance et qui vais donner aux gens une idée de ce qu'ils doivent faire. C'est vraiment quelque chose qui doit être porté par tout le monde. Autrement, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Donc ça, pour nous, c'est absolument primordial et je pense que ça l'est aussi pour tout le monde. Les coalitions, bien sûr, c'est super important. Les coalitions de bienveillance, c'est superbe comme expression. Il est très clair que à l'heure actuelle, nous faisons face à des forces qui sont extrêmement bien outillées, qui sont très riches, qui sont très dures et qui sont prêtes à utiliser tout ou presque tout, y compris la force, y compris la force létale. Donc, être seul par rapport et vis-à-vis d'elle, c'est pas une solution. Si vous ne faisiez pas partie d'une association, je pense que tout le monde le fait ici. Moi, mon conseil à tous les jeunes que je rencontre à l'heure actuelle, c'est créer des collectifs. Ne travaillez pas seul, ne résistez pas seul, ne pensez pas que vous allez pouvoir vous battre seul contre ces forces qui sont tellement prêtes à tout. Donc, créez des associations, rejoignez des associations, faites des coalitions. Nous, à Amnesty, on travaille avec beaucoup d'autres acteurs et on le fait de façon tactique. C'est pas des mariages. On ne se marie pas avec d'autres associations. On se dit que pour cette thématique, pour ce combat, il faut qu'on s'associe avec d'autres. Mais ça ne veut pas dire qu'on va continuer dans cette coalition pour d'autres choses. Donc il faut aussi être stratégique, avoir une vision, mais être aussi très, très tacticien. On ne va pas s'embêter là en créant des structures super lourdes alors qu'il faut être super agile, pouvoir répondre rapidement à tout ce qui est en train de se passer. Donc voilà, c'est juste quelles sont les thématiques sur lesquelles nous on travaille pour créer ce langage qui permettra à tous nos membres de répondre et d'être en résistant, c'est toutes les thématiques qui ont été soulevées, celle de l'égalité des droits, celle de l'égalité des femmes, les attaques contre les migrants, on essaye de les déconstruire pour pouvoir y répondre de façon beaucoup plus stratégique. Ce sont tout ce qui concerne les grands débats internationaux. Il faut que tout le monde ait des outils simples, mais des outils pour y répondre. Et surtout, ne pas faire ça tout seul. Donc, bien sûr, on se bat dans sa famille tout seul, mais avoir des liens avec d'autres, c'est super important parce que la violence de ce à quoi nous devons faire face, on ne peut pas la minimiser. Ce sont des ennemis qui sont prêts à tout, qui sont extrêmement violents et qui cherchent un absolutisme dans leur pouvoir. Donc ne nous faisons pas d'illusions. Je ne vous dis pas qu'il va falloir rentrer dans des résistances armées, pas du tout, j'en suis pas là. Mais soyons très clairs, il faut bien planifier. Si on va faire des manifs, il faut planifier, il faut savoir d'où vont venir les dangers, il faut savoir comment protéger les plus vulnérables, comment se protéger, comment s'assurer qu'on ne soit pas manipulé. Donc voilà, je parle de résistance. Voilà. Merci. Tu vois, ça valait la peine de te relancer sur cette question et tu as été encore plus complète. L'enjeu, c'était aussi de se redire qu'on n'a pas forcément toujours eu l'habitude de travailler ensemble, sans forcément faire des mariages institutionnels. Mais je pense, par exemple, au fait où on a travaillé ensemble autour d'un plaidoyer sur la question des armes envoyées au Yémen, par exemple, qui nous a amené, nous, Médecins du Monde, à nous positionner sur un plaidoyer contre l'envoi d'armes dans certaines régions. C'était pas naturel pour nous et on l'a fait parce qu'il y a des gens de chez toi qui nous ont aidé à réfléchir dans des collectifs et ça nous a
engagé parce que dans une stratégie de plaidoyer et de communication, c'était légitime à un moment donné de pointer du doigt cette problématique. De la même manière que lorsque vous sortez un rapport sur le génocide à Gaza, il y a des équipes de MDM, de chez toi, qui se parlent. Alors, est-ce qu'on prend des risques? Comment on parle de ça? On a de la bienveillance entre institutions parce qu'on sait qu'on manipule des informations qui peuvent nous mettre en danger mutuellement, et donc il y a une construction collective, et nous derrière ensuite, Médecins du Monde par exemple, on est amené à surfer sur le travail que vous faites. On se dit par exemple sur Gaza qu'on n'est pas des juristes et que c'est difficile pour nous donner un terme juridique de génocide, mais qu'en même temps tout ce que l'on voit sur le terrain corrobore les 5 piliers factuels que vous reprenez et qui vont dans le sens d'un génocide. Donc voilà, cette complémentarité, cet instinct de travailler ensemble sur beaucoup de situations, c'est pas toujours évident pour nous, et c'est en ce sens que c'était important que tu nous redises aussi que ces alliances peuvent nous aider pour porter des plaidoyers communs. Peut-être dernière question, Thibaut, avant d'avoir un petit temps d'échange avec la salle. On avait déjà discuté dans un autre temps, mais dans cet environnement, on va dire, médiatique hostile, comment on occupe l'espace, quoi? Alors, est-ce qu'il faut être sur Twitter, pas sur Twitter? Est-ce qu'on va sur CNews, pas sur CNews? À Mediapart, on y va, mais quand on nous invite, hein, n'hésitez pas à nous inviter un peu plus. Ça, c'est un petit message, Edwy. C'est fait. Thibaut, comment on fait là-dedans? Parce que nous, on a plein de débats, voilà, on se prend la tête. Voilà. Ce qui est très important de se dire, c'est qu'il faut aspirer à la centralité. Je pense qu'il y a une passion funeste qui consiste à reconstruire dans son petit coin un truc qui marche, alors qu'au fond, c'est le système dans son ensemble qu'il faut repenser, modifier et transformer. Par exemple, moi j'ai rien contre les gens qui quittent X, et RSF a quitté X parce que on avait 122 000 followers et on avait 3 petits cœurs, je sais pas, qu'on postait un truc. Bon, on a quitté, ça va rien. Mais fondamentalement, se dire que Blue Sky c'est mieux, je veux dire, moi par exemple, je fais des vidéos qui sont passées à la moulinette de la propagande russe, qui a un deepfake de moi. Ça prospère sur Blue Sky en ce moment. La semaine dernière, je comparais la France au Troisième Reich en prime time sur Blue Sky, quoi. Donc, genre, vraiment, faisons gaffe. C'est-à-dire que le but n'est pas d'aller se créer son safe place, alors qu'au fond, le droit est de notre côté, alors qu'au fond, je crois que les gens sont de notre côté. Je pense que c'est une erreur stratégique que de se positionner comme minoritaire. Je pense qu'il faut aspirer à la centralité, et ça on le dira jamais assez. Être en résistance, oui, et je pense que le journalisme, c'est normalement la résistance aux idées reçues, et prenons le maquis du journalisme quand il le faut. Il y a des tas de publications qui sont diverses, passionnantes, qui vous correspondent, mais ayons cette exigence. On ne veut pas des médias indépendants, on veut de l'indépendance dans les médias. C'est important de se dire ça, parce que sinon, on risque de se retrouver minorisé et inaudible. Ils n'attendent que ça. Hein. Les gens de X m'ont déjà dit « Ah mais quittez, ravi, cassez-vous, très bien ». Ils sont contents, ils ne demandent que ça. Deuxièmement, je pense qu'on a un impératif d'efficacité, et il faut aussi savoir balayer devant sa porte. Je pense que le secteur des ONG, notamment des ONG droits de l'homme, n'a pas réussi à contrer les attaques contre lui. Il y a une forme aujourd'hui de critique qui est passée dans la culture populaire des ONG, et qui serait une bande de bavasseurs braillards, toujours du côté de la veuve et de l'orphelin, jusqu'au ridicule, etc., qu'il faut qu'on arrive à contrer. Et c'est très important, et ça, je pense que ça passe aussi par un discours de l'efficacité. Prouver que la démocratie, que le travail associatif, ça permet d'aller d'accrocher des victoires. C'est pas faire des manifs, c'est aller changer le droit, c'est faire appliquer le droit. Moi, je peux vous promettre que je refuse d'aller à toutes les manifs contre Bolloré, parce que j'en ai rien à foutre des manifs contre Bolloré. Ce qui compte, c'est de le faire condamner. C'est d'avoir une plainte de la Commission européenne sur la prise de contrôle anticipée du groupe Lagardère, c'est d'avoir une régulation audiovisuelle qui soit efficace, c'est d'avoir la vérité sur ce qui se passe dans ces rédactions et d'avoir une protection pour les salariés qui ne peuvent pas s'exprimer. C'est ce genre de choses qu'il faut faire. Et je pense qu'il faut chérir l'efficacité, la regarder comme étant la seule ligne de conduite. Parce qu'il nous reste peu de temps, on a peu de moyens, et je pense qu'il faut vraiment se concentrer. Et puis enfin, je pense qu'il faut regarder aussi avec force la liberté qui est la nôtre. On n'est pas, quand on est dans le monde associatif, pétri, normalement, de contradictions, de tiraillements. Il faut accepter la liberté qui est la nôtre, parce qu'on a un mandat qui est clair dans nos statuts le plus souvent. Il faut accepter aussi que la juste mesure, ça soit la radicalité parfois, que ce soit aussi l'excès. Parfois, la juste mesure, c'est l'excès. Acceptez cela. Et je pense qu'il faut se le dire dans un moment où, de toute façon, nous serons caricaturés. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans avec un type qui était un de mes meilleurs amis. Il est mort en juin. Il a passé toute sa vie à me dire « faut être nuancé ». Il refusait aucune manif politique. Il disait « ah non mais là, si on fait ça, on va être trop perçu comme ceci, trop perçu comme ça ». Il a terminé en une de Valeurs Actuelles à côté de Sandrine Rousseau, qualifiée de woke. Moi, ça m'a refait ça. Ça, franchement,
la nuance, on va passer notre chemin. Je pense qu'il faut comprendre qu'on est dans un monde complètement fou. Et là-dessus, l'impératif, voilà, qui est le nôtre, c'est aussi cet impératif d'efficacité, de clarté, de lisibilité. Et je crois que c'est à ce prix-là qu'on gagnera. Merci Thibaut. Merci à nos 3 intervenantes, intervenants. On a 15 minutes pour échanger avec vous. N'hésitez pas. Alors je sais que c'est pas évident de poser des questions à des gens comme ça qui parlent beaucoup, qui disent des choses très intéressantes à chaque phrase. Mais allez-y, lâchez-vous, c'est le moment. Il y a plusieurs micros dans la salle. Voilà, hop, en haut à gauche, vous vous présentez et on vous écoute. Bonjour déjà, c'était hyper inspirant comme conversation, surtout venant d'une personne qui démarre un peu dans ce milieu et du coup je vous remercie aussi pour tous vos mots. Moi j'avais une question aussi par rapport au fait que on a parlé de narratif, on a parlé du fait de créer des inspirations pour contrer d'autres narratifs qui sont pas très positifs et qui sont d'extrême droite. Moi, je voudrais savoir, Madame Calamard a déjà mentionné par rapport à la jeunesse, où est-ce que vous inscrivez la jeunesse dans ces narratifs, puisque quand on commence notre vie et qu'on voit un monde qui va mal, comment est-ce que vous faites pour remotiver un peu les troupes et inscrire la jeunesse dans tout ça? Merci beaucoup. Une autre question peut-être? En l'état? Oui, en haut, à droite. Ne tombe pas, Jean, c'est pas grave si on est en retard. Merci. Bonjour, moi c'est une question par rapport à... ça rejoint un peu l'histoire du narratif quand même, parce que, donc Madame Calamard, vous avez parlé de pouvoir défendre argumenter sur des faits, et en fait, bien souvent, il nous manque les faits pour pouvoir argumenter, c'est en général ce qui... Et donc vous avez fait mention de dossiers. Ma question, c'est est-ce que ce sont des dossiers auxquels on peut accéder, dans lesquels on peut retenir des éléments pour pouvoir argumenter derrière, ou comment on fait? En fait, moi, je serai preneuse d'informations. Merci. Merci Agnès. Tu veux commencer Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Remotiver les troupes, mais c'est vous qui me motivez. Non, mais franchement, c'est vous qui me motivez. Chaque fois que j'ai rendez-vous avec des jeunes, c'est eux qui me motivent. On est toujours en train de critiquer la génération GZ, mais moi, je suis pas du tout dans cet espace-là. Je les ai rencontrés au Bangladesh, où ils sont allés se faire tuer pour leur liberté. Je les vois partout en train de se battre contre le changement climatique. Ils se font accuser de terrorisme. Ils se font pour les Palestiniens, tous ces jeunes Ukrainiens qui sont en train de mourir, des gamins de 18 ans. Non, c'est vous qui me motivez. Je ne pense pas avoir le droit de remotiver les troupes. Je peux vous assurer que chaque fois que j'ai rendez-vous avec des jeunes, ils me motivent, elles me motivent. Maintenant, ce que moi j'apporte du point de vue de mon grand âge et du point de vue de mon organisation, c'est plutôt des conseils, parce que l'énergie, elle est là, la vision, elle est là, oui, le désespoir parfois est là, et donc c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Je le répète toujours, ne travaillez jamais seul, construisez soyez en groupe, trouvez dans le groupe cette force qui va vous porter. MeToo, c'est des tas de collectifs à travers le monde, des femmes qui se sont retrouvées et des hommes pour se battre ensemble. Donc, première chose, la chose la plus importante, ne pensez jamais que vous allez pouvoir vous battre tout seul. Rejoignez des groupes, des associations, créez-en si elles ne vous plaisent pas, rejoignez des vieilles, des nouvelles associations, mais ne restez pas seul. Soyez très, très clair que les gens en face de vous, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout, donc il faut vous renforcer. Il faut renforcer votre résilience.
par le sport, par toutes ces choses. Non, mais c'est bête, mais franchement, l'alcool, ça va pas être une solution. Non, mais c'est les drogues non plus. Il y a plein d'autres moyens aussi, hein. Attention, hein. La résilience mentale, la résilience physique, ça se construit, c'est super important. Moi, j'ai travaillé avec des défenseurs des droits humains qui étaient des alcoolos, mais je veux dire, c'est dommage, quoi. Donc, non. Donc, avoir une résilience physique, une résilience mentale, ne pas penser qu'on est des surpersonnes, ayez accès à la thérapie quand vous vous sentez trop déprimé, quand vous voyez quelqu'un qui est en train de perdre pied, aidez-le, parlez, la parole c'est super important, créez des groupes de parole pour pas, quand vous vous sentez démotivé, voilà, et puis imaginez des actions. Moi, bon, je veux bien je pense que la Cour européenne, c'est super. Nous, on fait énormément de travail au niveau juridique, mais l'action directe, la manif, se retrouver ensemble, aller manifester devant quelque chose qui vous tient à cœur, faire entendre votre voix, devenez des défenseurs numériques aussi, utilisez cet espace où la communication des droits, on est 30 à 40 fois moins nombreux dans cet espace. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Pour moi, il faut essayer de l'envahir un petit peu plus. Là, on n'est pas assez présent. En tout cas, c'est la prise de conscience d'Amnesty dans tout ce qui concerne l'espace numérique, qui est un espace de construction de l'opinion publique. On n'est pas suffisamment là. Toutes les recherches démontrent qu'il y a 30 à 40 fois plus de discours anti-droit que nos discours à nous, que nos prises de position et que nos faits. Donc devenez des résistants numériques aussi, apprenez à répondre, mais dans le respect, mais utilisez cet espace. Voilà, il y a des tas de choses, mais vous avez beaucoup plus d'imagination que moi, donc c'est vous qui me motivez. Et bien sûr, vous pouvez avoir accès au dossier d'Amnesty. Amnesty, je le dis, quand on a fait le rapport sur le génocide de Gaza, on a commencé à réfléchir à ce rapport au mois de janvier 2024. Ça nous a pris beaucoup de temps pour construire l'argumentaire juridique et pour trouver tous les éléments de preuve. C'est un rapport de 300 pages, il y en avait 500, elles ont toutes été revues par beaucoup de personnes. Donc ça, c'est le travail presque public, je vais dire. Le travail derrière tout ça, c'est un travail d'éducation. Donc, on a sorti le rapport au mois de décembre. De septembre à décembre, nous avons éduqué toutes les sections, les 72 sections d'Amnesty. Nous avons fait des webinars dans plusieurs langues. Nous avons répondu à toutes les questions de nos membres. 10 millions de membres quand même, hein. Donc nous, au secrétariat international, on a toutes des équipes qui ne font non seulement du travail de recherche, mais du travail d'éducation, pour que les membres d'Amnesty, les sections d'Amnesty, puissent aller se battre. Moi, je sors le rapport, mais ensuite, c'est les collègues en France qui vont aller voir les médias, c'est les collègues en Allemagne, c'est les collègues au Brésil. Donc tous ces gens-là, ils sont formés pour répondre à toutes les attaques possibles. Ce travail d'éducation, il est absolument primordial et en effet, vous pouvez y avoir accès. Venez parler avec mes collègues et on va trouver un moyen pour vous donner accès à nos argumentaires que nous développons. Et permettez-moi d'ajouter une troisième chose. Vous avez tout à fait raison. Nous avons perdu aussi certains débats. Donc il faut qu'on comprenne pourquoi certaines personnes sont attirés par ces réponses simples qu'offrent les populistes, je ne sais pas comment les appeler maintenant pour ne pas faire affront, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Il y a des populistes sympas, on a compris. Hein. Voilà, en plus ils parlent beaucoup, mais c'est vrai qu'ils ont un langage qui est percutant, donc, ou alors que c'est quelque chose qui touche les gens et que nous, on n'est pas arrivé à suffisamment à démontrer que quand on parle de droits pour les immigrés, mais c'est aussi les droits des personnes, entre guillemets, des Français de souche. Ça, c'est absolument important pour nous de reconstruire nos narratifs pour que les gens comprennent. Quand on parle de féminisme et de droits des femmes, ça ne veut pas dire qu'on exclut
les hommes. Donc tout ça, il va falloir qu'on est engagé. D'ailleurs, je regarde Nathalie, parce que c'est des thématiques sur lesquelles nous travaillons dans toutes les sections d'Amnesty, que ce soit en Argentine ou ici. Tout le monde a pris cette prise de conscience et il faut qu'on arrive à retrouver un langage que ces personnes qui nous ont délaissés puissent comprendre et revenir vers nous. Absolument. Est-ce que vous voulez répondre à la section? On passe à d'autres questions. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors, il y a une question en ligne où il est dit que... Ah, ben, l'ordinateur vient de s'éteindre. Mais c'est quoi? C'est un complot? Je peux? Ça y est, c'est bon, c'est bon. Okay. Monsieur Planet, vous avez utilisé la référence à Antonio Gramsci, mais à aucun moment sur l'état du monde, la notion on va dire, de capitalisme a été mise en avant comme étant une problématique qui entraîne les extrêmes. Est-ce que c'est un sujet quand on parle d'analyse du réel aujourd'hui en lien avec le populisme? La notion du capitalisme, voire l'ultralibéralisme? En tout cas, je l'ai écrit, oui, j'ai dit même un pacte oligarchique, un pacte d'un capitalisme mafieux entre Poutine et Trump, c'est leur point commun. Je pense que nous payons aujourd'hui la note à payer, j'allais dire, de ce qui s'est passé après la fin de la guerre froide et la chute du mur et la fin de l'Union soviétique. Donc le capitalisme a unifié autour de la marchandise et d'un libéralisme absolu les économies du monde et a produit, je le redis, un capitalisme mafieux. Ça a été dit tout à l'heure. Le point commun entre Trump et Poutine, chacun avec des itinéraires différents, c'est qu'il n'y a pas de loi. C'est le Far West. Je suis le cow-boy, je décide. Je suis l'ancien du KGB, je suis l'ancien spéculateur de l'immobilier en accord avec la mafia italo-américaine, voire avec l'aide d'une partie de la mafia russe. Je suis un violeur et je n'ai aucun problème à assumer ma violence contre les femmes. Je suis un tricheur. Regardez même ce qui se débat aujourd'hui dans le monde entier sur le fait qu'on a peut-être assisté à un immense délit d'initié à l'échelle du monde avec l'histoire des taxes, où la puissance américaine décide on va taxer et 3 jours après décide on ne taxe plus. Mais entre-temps, il y en a plein qui savaient qu'on allait taxer. Donc ils ont vendu avant que ça chute. Et puis après, ils ont acheté plus bas. Et cette question, elle est actuellement débattue partout. Est-ce qu'on est face à, sans complotisme excessif, donc on est face à un monde... et ça, je l'ai compris pour ma part, c'est un procureur anti-mafia qui est aujourd'hui sénateur de la République italienne, Cinque Stelle, 5 étoiles, qui est le dernier des grands procureurs anti-mafia, qui a pris sa retraite de la magistrature à 70 ans, Roberto Scarpinato. Et il avait cette expression, il dit « Nous sommes face à la mafiosisation du monde ». C'est pour ça que c'est aussi le retour. Alors on parle des barons voleurs aux États-Unis, etc. C'est-à-dire c'est le retour à un capitalisme qui revendique le fait qu'il n'y ait aucune régulation, aucune loi, aucune limite. Pourquoi les gens de la Silicon Valley, on se pose cette question, il y a 10 ans, ils se disaient démocrates, ils se disaient inclusifs, ils se disaient contre les discriminations et tout. Et on les voit tous, 10 ans après, courir derrière Trump. C'est tout simple. C'est qu'aux États-Unis montait, Thibault en a parlé tout à l'heure, quand même un débat, notamment dans le camp démocrate, sur le fait que leur puissance était insupportable, que leur puissance était démentielle par rapport à la puissance des États. Et parallèlement à ce que faisait le commissaire Thierry Breton, qui n'a pas été repris dans la Commission européenne, et c'est dommage, qui était le seul à mener l'attaque sur ces plateformes, eh bien, de la même manière, aux États-Unis, montait dans le camp démocrate la nécessité de lois antitrust, de finir, de limiter ces situations de position dominante, d'absence de concurrence. Et donc, ils savaient que ça les attendait, ça. Et donc, ils vont dans la logique de leur puissance économique vers celui qui leur garantit « vous pourrez tout faire ». Petit symbole, il y a eu tellement de décisions. Trump a annulé une loi de 1977 qui interdisait de corrompre pour obtenir des marchés à l'étranger. Il l'a fait. Il l'a fait. Désormais, on peut corrompre et c'est très bon, vous aurez des marchés. C'est-à-dire, nous sommes face à ce monde. Bon, la logique
poussé à son bout du capitalisme. Et là, on est au cœur aussi d'une réflexion qu'il faut avoir, qui est une réflexion très ancienne. Le capitalisme n'est qu'une des formes de l'économie de marché, et il y en a peut-être d'autres à inventer dans l'histoire de l'humanité. Merci. Une dernière question dans la salle, peut-être? Oui, là, allez, dernière. Christian. Merci. Moi, je voudrais revenir sur ce qui me paraît, je dirais peut-être deux voies praticables. La première qui serait celle de la résistance. Et je me rappelle de ce vieux monsieur aussi qui avait écrit un livre qui s'appelait « Indignez-vous » il y a quelque temps. Et maintenant, c'est « Résister ». Et derrière cette... Alors, je suis évidemment pour la résistance, c'est pas la question, mais derrière cette question de la résistance, il y a le fait qu'on est devenu minoritaire. Et face à ça, Thibaut Boutin nous dit centralité. Donc je voudrais quand même voir un peu comment vous pouvez parler entre vous de ça, parce que centralité, ça me paraît très intéressant. Moi qui travaille à CNCDH, on fait des rapports annuels sur le racisme, et on se rend compte qu'il y a un bug entre ce qu'on appelle l'indice de tolérance, qui augmente tous les ans. C'est-à-dire que la société française est de plus en plus intolérante, de plus en plus tolérante et de moins en moins raciste et discriminatoire, et ce discours médiatique nauséabond qu'on entend régulièrement. C'est un exemple. Un deuxième exemple, par exemple, si vous regardez ce qui s'est passé pour la condamnation de Marine Le Pen, il y a plus de 60% des Français qui sont d'accord avec la manière dont les juges ont statué. Donc, moi, j'aimerais, vous parliez, Elie Plenel, ou d'autres d'ailleurs, de nouveaux narratifs. Peut-être qu'un narratif, ça serait « nous sommes majoritaires ». Nous sommes majoritaires. Là où nous sommes majoritaires, nous ne le disons pas assez. Nous restons, je dirais, dans quelque chose qui est un peu obsidonial, de plus en plus obsidonial, alors que pour un certain nombre de points, nous sommes majoritaires et il faut le dire. Merci Christian. Ça va être l'occasion pour chacune et chacun d'entre vous peut-être de donner votre point de vue, et ce sera un peu une conclusion. Pour rejoindre la question de Christian, c'est aussi, nous qui faisons du plaidoyer au quotidien, Amnesty, MDM et d'autres, c'est à quel moment aussi on arrive à trouver des relais dans le champ du politique, c'est-à-dire des acteurs qui, à un moment donné, quand il va falloir voter à l'Assemblée, au Sénat ou au Parlement, vont être la continuité des combats citoyens. Il y a cette problématique qui se pose à nous. Voilà. Comment on arrive à travailler sur ces éléments-là dans la lignée de la question de Christian. Peut-être Thibaut, tu commences. Non, je fais des interventions courtes pour... Je ne voudrais pas qu'il y ait une contradiction qui soit trop marquée entre ce qu'a dit Agnès et ce que je dis. Je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, il me semble pas, Agnès le dira, qu'il n'y a pas de contradiction de mon point de vue. C'est-à-dire qu'on peut être en résistance et majoritaire. Et je pense que c'est là où... moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail d'Amnesty, par exemple, qui va au contact. Et je pense que c'est important aujourd'hui. Par exemple, moi, je considère qu'une de mes missions en tant que directeur de RSF, c'est d'aller au contact des citoyens. Parce que le journalisme est cette profession étrange qui semble avoir été monopolisée par ses producteurs. Que je sache, quand on parle de cinéma, on ne parle pas que des réalisateurs. Il y a aussi l'expérience d'aller au cinéma, il y a aussi les gens qui ont une aspiration par rapport à la production. Et ben, ça devrait être la même chose avec le journalisme. Il faut en refaire un enjeu citoyen. Et je pense que ça passe par le contact, ce travail modeste de résistance, au fond, et de contact avec les citoyens. Et franchement, je pense qu'il faut entendre ce que les citoyens disent. Ils ont parfois des griefs. Tout le monde aime Robert Redford dans Les Hommes du Président. Tout le monde aime les reporters de guerre. Tout le monde aime les journalistes d'investigation. À 90% du temps, il y a une sorte de moment où la personne qui dit « je n'aime pas la presse » dit « je n'aime pas les éditorialistes en plateau » ou « je n'aime pas les chaînes d'infos en continu ». Je suis dit « bon bah écoutez, on est d'accord alors ». Parce que nous, on ne défend pas essentiellement ces gens-là. Pour nous, le journaliste, dans sa quintessence, c'est plutôt aller voir ailleurs que de rester assis dans son petit plateau de télévision. Et donc je pense qu'il faut se confronter à l'expérience de l'échange humain pour aller rechercher justement cet accord. Et cet accord, je suis persuadé effectivement qu'il est beaucoup plus fréquent qu'on ne croit et qu'il faut faire de chacun par le dialogue et le contact un acteur de la vie citoyenne. Mais merci, passe la Thibaut. parole. Agnès. Pardon. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est d'ailleurs quelque chose que je répète très souvent dans mes messages. À l'international, nous sommes de loin la majorité. Quand on voit comment l'Assemblée générale des Nations unies vote sur
l'Ukraine, sur Gaza, sur la question des impôts, d'une égalité au niveau des impôts, sur la façon dont la plupart des résolutions au Conseil des droits de l'homme sont adoptées. Mais nous sommes la majorité, et parfois de très loin, sur Gaza. C'est incroyable. Mais alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas plus vite ? C'est parce que, même en étant une majorité numérique, face à nous, on a des acteurs extrêmement puissants. Et c'est là que le bas blesse, je dirais, et que le fait qu'on soit numériquement une majorité ne veut pas dire que nous soyons une majorité au niveau du pouvoir, etc. Je vais prendre un autre exemple qui est beaucoup plus français. Il me semble, je n'étais pas en France à l'époque, mais qu'au mois de juin, les élections ont amené un certain résultat. Est-ce que vous pensez que le gouvernement qui vous dirige à l'heure actuelle est le reflet de cette majorité? Je pense que beaucoup de personnes diraient probablement pas. Donc il y a un décalage entre des principes entre guillemets démocratiques. D'ailleurs, la majorité, c'est toujours un principe assez important tout en respectant les minorités, et les réalités dans lesquelles nous vivons qui font qu'il y a des groupes, des individus, des États qui sont tellement puissants que d'être la majorité, ça ne suffit pas. Mais c'est important parce que ça nous donne quand même un peu de l'espoir, ça nous donne une vague pour répondre. Et c'est quelque chose qui fait peur. C'est pour ça d'ailleurs que tous les moyens sont utilisés pour museler ce peuple, entre guillemets. Donc voilà, je voudrais insister sur le fait que ne soyons pas trop... que dans cette majorité, on peut être très vulnérable et très fragile. Et qu'il ne faut pas... il faut continuer de comprendre que face à ça, que nous faisons face à des acteurs économiques extrêmement puissants qui arrivent à centraliser, par rapport aux médias, qui arrivent à corrompre l'exercice du pouvoir. Et l'image du 20 janvier entre Donald Trump et les grandes compagnies américaines vous dit tout. Vous dit tout. C'est le capitalisme ou le nouveau capitalisme porté par l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies avec l'industrie de l'armement et les plus puissants, les voies les plus puissantes au niveau des armes. C'est ça auquel on fait face et c'est pour ça qu'il faut être absolument très, très clair des dangers et des enjeux. Et toujours chercher à se protéger tout en résistant. Voilà. Merci Agnès. Edwy, en 2 minutes. Oui, en 2 minutes. Je sais très bien que finalement notre échange arrive à cette tension créatrice, je trouve, entre ces deux termes, à la fois de centralité et de résistance. Je suis totalement d'accord avec votre constat, y compris l'histoire d'où je parle, le succès de Mediapart, le rôle du journalisme d'intérêt public de Mediapart. Vous le savez comme moi que les derniers procès qui font parler entre Sarkozy et Le Pen, voire beaucoup d'autres affaires, ne seraient pas devenus ces dossiers judiciaires sans les révélations de Mediapart. Et donc, je vis, y compris pour penser que le virtuel, c'est du réel, et pour me promener beaucoup, y compris avec des instruments de communication, puisqu'on a fait par exemple ce film sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi, je vois en effet qu'il y a des forces vives qui sont là, qui sont très très importantes, qui n'attendent qu'à être rassemblées, qu'à être ensemble, hein, et vraiment l'insistance sur le collectif. Je redis, quelles que soient les notoriétés, si j'ai une cohérence dans mon chemin, quitte à avoir perdu des batailles, parfois parce que les collectifs se délitaient, c'est le collectif. Hein, il n'y a pas d'héroïsme individuel, solitaire, c'est le collectif, la protection. Alors la tension, elle est créatrice, pourquoi ? Et on le voit bien dans le cas français, c'est qu'à la fois il y a ces forces vives, mais comme vient de le dire Agnès, il y a un fossé qui est le note à payer de tous ceux qui n'ont pas tenu la digue et qui ont fait la courte échelle en termes de traduction politique
et de traduction politique face au pouvoir économique, ce capitalisme mafieux qui est directement au cœur de la politique. Monsieur Musk, il a acheté une présidence. Il n'est pas élu, il l'a acheté. Et voilà, point, il est là, quoi. Et il en fait ce qu'il veut. Et donc, et cette présidence elle-même est issue de ce capitalisme mafieux, comme les oligarques qui sont autour de Poutine. Ce sont, eux, c'est pas les données, c'est pas le data, mais c'est le pétrole, c'est le gaz, c'est du vivant qui ne leur des matières premières qui ne leur appartiennent pas. Et donc, il y a un fossé entre ces forces vives, c'est un peu l'image des jeunes pousses dont je parlais tout à l'heure, et la traduction politique. Je vous parlais de Thierry Breton, avec le soutien du président actuel, l'actuelle présidente de la Commission européenne ne l'a pas repris, c'était le seul qui menait la bataille sur ces plateformes, hein, sur le texte pour les sanctionner, hein, pour prendre des mesures, pour taper à la caisse. Hein, et donc il y a un vrai fossé, et j'alerte sur la situation française. La cible de ce monde, politiquement, à l'échelle du monde, c'est nous. Parce qu'il y a cette roulette russe qui s'appelle l'élection présidentielle. Nous ne sommes pas le système parlementaire plus complexe de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Espagne. Ça se joue à la roulette russe. Même 10 000 voix, même 20 000 voix, même 1 million de voix, peu importe. Hein. Et si je suis au pouvoir, nous le subissons depuis Sarkozy avec 3 présidents successifs. Une fois que j'y suis, la volonté de tous est raflée par le pouvoir d'un seul, et j'en fais ce que je veux, à tout point de vue, hein, au moment de la pandémie, au moment des Gilets jaunes, au moment des résultats des législatives tout dernier, au moment du mouvement des retraites, et dans plein de domaines. Et donc, tous les instruments sont disponibles pour un pouvoir autoritaire. Ils sont disponibles par cette fragilité institutionnelle française. Nul hasard si on parle d'un système présidentiel aux États-Unis, comme d'un système qui est devenu totalement dictatorial, présidentiel en Russie. Hein, c'est-à-dire que consubstantiellement, il n'y a pas d'équilibre. Tout est ramené au pouvoir d'un seul. Et ce danger français, et nous allons le vivre, hein. Nous allons le vivre des deux côtés. Hein. Poutine et Trump, tous leurs réseaux médiatiques et autres, et de campagne et tout, vont tout faire pour ça. Et donc, c'est là où on a ces forces vives, on a ce décalage. Et si je peux me permettre, ce décalage est accru par les divisions des forces qui se réclameraient politiquement des idéaux de l'émancipation ou de l'essentiel. Hein, je dis de l'essentiel parce que je pense que de ce point de vue, si l'essentiel est en jeu, tout le monde a rendez-vous avec soi-même. Il n'y a qu'à regarder, y compris l'itinéraire de Dominique de Villepin actuellement sur les questions internationales, où beaucoup de gens qui n'ont pas son itinéraire politique, qui ne sont pas de sa famille politique, peuvent se retrouver dans ses paroles. Donc nous sommes dans ce moment-là. Attention, c'est là où ça... Et vous connaissez l'histoire, évidemment, du nazisme comme du fascisme. Attention, il y a des moments de cristallisation où on se croit fort et où, en fait, les divisions, le fait de trop se rassurer, le fait de ne pas... fait qu'à un moment, ça bascule et là, on ne le rattrape plus. Agnès, ou je ne sais plus qui, a parlé des midterms aux États-Unis. Attention, on n'y est pas. Tout est fait pour empêcher. Tout est fait pour brutaliser. Tout est fait pour créer... Ceux qui ont été surpris le 20 janvier, le projet 2025, il était là. Tout était écrit. Qu'ils ne voulaient pas refaire comme la dernière fois. Qu'ils allaient faire tout très vite. C'était écrit, c'était dit. Donc, attention, je suis d'accord avec les deux. Et s'il y a vraiment la dynamique de notre conversation, c'est cette tension-là. Ben, cette tension, c'est ce que j'appelle la dialectique de l'inquiétude et de l'espérance. Voilà, ben, il y a une espérance, elle est là, mais comment dire, l'inquiétude est l'antichambre de l'espérance. Merci beaucoup, merci infiniment. Je crois qu'on peut applaudir. Comme dirait Thibault, soyons des populistes décomplexés de la solidarité, c'est ça. Hein. Merci beaucoup. On peut applaudir Agnès Calamard, on peut applaudir Thibault Brutin et Edwy Plenel. Merci à vous pour cette discussion et merci à tout le monde pour la présence ce soir. On a un peu de retard, mais je vous invite à rester pour écouter la conclusion de notre président de la Fondation avant d'aller se retrouver autour d'un verre et d'un cocktail et d'un verre de l'amitié. Merci. J'aime bien l'idée de passer après cette dernière table ronde. C'est assez
C'est assez réconfortant. Oui, non, la table ronde était réconfortante, je vous remercie. Dans la dialectique que vous présentez, je pense que l'espérance penchait quand même du bon côté, ce qui n'était pas le cas peut-être sur les 3 premières tables rondes. Alors, je vous rassure tout de suite, je n'ai absolument pas l'arrogance ni de conclure, ni de synthétiser, ni de présenter un résumé des tables rondes. Ce serait extrêmement arrogant, je pense, oui, c'est le bon terme. Je voudrais d'une part remercier les participants et participantes. Vous n'avez jamais été aussi nombreux. On est à plus de 300, donc bravo à vous. Remercier les intervenants qui ont donné de leur temps et qui ont partagé leurs expériences, et c'était vraiment intéressant, et je pense qu'effectivement cette multiplicité de sujets, de thématiques, d'approches, de métiers différents est tout à fait indispensable pour nous aider à réfléchir. Remercier Le Monde pour son accueil. Je crois que c'est la 3e fois qu'on est, enfin pas dans ces locaux, mais c'est la 3e fois qu'on est accueilli par le journal Le Monde, et c'est, je trouve, un bel endroit pour parler de tout ça. Je pense aux traducteurs qui, à mon avis, ont un peu souffert. Traducteurs et traductrices, donc je pense qu'on peut les applaudir parce que c'est pas une mince affaire. Certains d'entre vous parlent assez vite, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et surtout, en particulier peut-être pour ceux qui sont en ligne, le replay sera bientôt disponible sur la chaîne YouTube de Médecins du Monde. En plus, je pense que c'est découpé par table ronde, vous pourrez le faire par petites tranches, parce que c'est peut-être un peu indigeste toute la journée. Et je ne sais pas quand est-ce que ce sera disponible, il y aura un message, mais c'est bien de pouvoir le dire. Moi, la seule chose que je voudrais partager avec vous, parce que vous avez envie d'aller boire un coup, même s'il ne faut pas sombrer dans l'alcoolisme, moi, je pense que je bois un peu plus depuis 3 mois. Personnellement, mais je ne devrais pas le dire, j'en conviens. Ce rendez-vous annuel pour la Fondation et pour l'association, c'est vraiment un temps indispensable et important. C'est devenu de plus en plus important pour nous, parce qu'on a besoin de discuter avec d'autres acteurs, de partager nos recherches, vos recherches, nos expériences de plaidoyer de terrain, et il faut qu'on continue à le faire. Force est de constater que dans ce climat qu'on a décrit et qui est tout à fait stressant et difficile, cet espace de discussion, il nourrit un peu ce qui a été dit dans cette dernière table ronde, à la fois ces éléments de résistance, de la force du collectif, et aussi, j'espère, comment on peut effectivement construire cet imaginaire. Je reprends les termes d'Agnès Calamard parce que je trouvais ça très beau, cet imaginaire alternatif de précaution. Je ne sais plus quel était le 3e, j'ai oublié, pardon. Je l'ai écrit quelque part, mais c'est pas grave. De fragilité et d'interdépendance. Donc je pense que et je me dis presque, dans le contexte où on est de sidération, qu'on devrait en faire plus, alors peut-être sous un autre format, mais je trouve que c'est vraiment indispensable pour nous continuer à réfléchir, continuer à penser à la suite, parce qu'on est effectivement dans un état de sidération actuellement dans l'environnement politique dans lequel on est. Donc voilà, la Fondation, elle est vraiment fière de participer à cet événement avec l'association, et on a vraiment envie de continuer avec vous, et je vous souhaite un bon apéro.